Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau balado. Je suis ici devant la maison de Monsieur George Bryson, Senior, le grand baron qui a dominé la région ici dans le Pontiac. Mais oui, maintenant, on va commencer à parler du Pontiac et des chantiers de chez nous. Et puis, nous allons parler comment est-ce que ce monsieur a régné sur le territoire comme une main de fer. Vous allez tout apprendre ça aujourd'hui. Et puis, vous allez voir comment est-ce que c'est pas mal bien proche copie-collé de Monsieur Wright et puis Bryson, mais comment est-ce qu'il s'est rendu ici? On va le découvrir aujourd'hui et vous allez voir, c'est peut-être pas un hasard. Donc, je vous laisse là-dessus, on se voit très bientôt. J'aime ça m'en aller sur le terrain pour faire les petits intros. Donc, on va continuer. Donc, je vous souhaite la bienvenue à Origine Boréale, à ce balado que, comme vous le savez, se concentre à Monsieur George Bryson. George Bryson Senior, parce qu'il y a deux George Bryson, mais on va commencer avec George Bryson Senior, le George. Donc, aujourd'hui, je vais dire, je suis excité parce que ça fait une semaine et demie que je fais des recherches sur Bryson. J'avais déjà fait des recherches avant ça, mais vraiment des grosses recherches. Tout le temps que je peux, je suis sur mon ordi, puis je poursuis mes recherches. Puis fur et à mesure, j'ai des questions, parce que si tu connais ton histoire, si tu connais les choses qui se passent dans l'histoire au niveau de société à cette époque-là, tu as plein de questions qui te passent à la tête. Et puis, c'est ça. C'est pour aller chercher des choses qu'on connaît très peu sur Bryson. Et puis, comment est-ce qu'il a construit lui aussi son empire. Son empire sur la Coulonge, le roi de la Coulonge. Oui, comme j'ai lancé une chanson sur lui hier, roi sans couronne ni trône, mais oui, il a gouverné le Pontiac comme un roi et avec un peu avec un gant de fer, là, tu sais. Donc, on va aller plus en détail. Puis, je souhaitais de pouvoir vous faire juste un balado sur M. Bryson, impossible. Donc, je vais essayer, aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous introduire ce monsieur, je vais introduire d'où vient toute l'idée, son influence, comment est-ce qu'il s'est rendu ici, pourquoi il s'est rendu ici. Donc, on va tout de suite aller sur la question de qui est M. George Bryson. George Bryson, c'est un Écossais. Il est venu au monde en Écosse. Il vient d'une famille de tisserands. Donc, c'est pas une famille riche, mais bien. Hein? Donc, si on regarde aujourd'hui, si on fait une comparaison avec les classes sociales aujourd'hui, on a les riches, après ça, on a la classe moyenne, puis la classe moyenne a différentes familles. Tu as la classe haute, la classe moyenne, puis la classe basse. La classe moyenne, il y a déjà trois piliers. Après ça, il y a la classe pauvre et donc, on a encore une structure de notre société comme la pyramide. Donc, c'est bien plate à ce niveau-là, mais c'est comme ça que notre société est construite au niveau économique et social et politique. Donc, ça vient pas de n'importe où, notre système qu'on a aujourd'hui. C'est une succession de réalités sociales et politiques. En tout cas, je n'irai pas là-dedans, mais vous comprenez que je sais dire. Donc, M. Bryson, il est né le 16 décembre 1613 à Paisley, en Écosse. Donc, on entend déjà les cornemuses. Okay. Donc, son père, c'est James Bryson. Il est un tisserand, donc il est un commerçant. Sa mère s'appelle Jane Cochrane. Il émigre, sa famille émigre ici quand il avait l'âge de 7 ans. Il quitte l'Écosse. Il faut comprendre un peu ce qui se passe en Écosse. C'est encore, puis en Angleterre, c'est la guerre napoléonienne. Hein, et tout ce qui se passe avec la guerre, puis même l'après-guerre, tout ça. Donc, la vie est difficile en Angleterre. Donc, ce qui encourage beaucoup d'Écossais de s'en venir ici. Et puis, il s'installe dans le comté de Lanark. Vous connaissez Lanark, c'est vraiment où ce que beaucoup de familles écossaises sont allées s'installer, se procurer des terres. Sa famille se sont installées dans le canton de Ramsey. Et puis, il y a eu une bonne éducation, une éducation de base. Donc,
comparativement aux Canadiens français, il y avait une belle éducation. Donc, ça vous donne un peu de la classe ouvrière ou irlandaise ouvrière. Donc, on peut voir ce côté-là, de donner cette différence-là au niveau de l'avantage au niveau de l'éducation. Donc, on continue. C'est des belles terres. Si vous allez dans ce coin-là, c'est des belles terres, c'est fertile, c'est une vie stable. Okay? Dans le Haut-Canada, c'est quand même stable. Au niveau de l'agriculture, choses comme ça, il y avait déjà une industrie déjà établie. Fait que la famille s'est arrivée là, il y a eu des opportunités économiques. Ils ont continué dans l'industrie. Ils maintiennent, ils deviennent une famille de marchands, parce que c'est une famille de tisserands. Ils ont quand même, ils travaillent dans le textile et dans l'échange des textiles. Ils se connaissent. Donc, ils font partie du cercle, ils font partie du cercle fermé d'Ottawa, de Bytown. Ottawa n'existe pas encore, mais Bytown. Et là-dedans, de ce cercle-là, il y a aussi Philemon Wright là-dedans. Okay? Il y a les Colton, il y a tous ces gens-là, toute la bourgeoisie, les riches d'Ottawa. C'était un cercle fermé, parce que c'est clair pourquoi c'était fermé. Tu avais les riches, puis tu avais les ouvriers. Donc, ça te donne tout de suite un peu les ouvriers, les camps de bûcherons, donc tu avais, les cultivateurs, des choses comme ça, mais si tu étais déjà financièrement avantagé, donc tu pouvais tomber dans le cercle fermé d'Ottawa à ce niveau-là. Puis c'est un peu comme ça que Bryson il a commencé. Okay? Donc, lui voulait, à un certain âge, il dit, regarde, il est à l'âge de quitter la ferme, il est à l'âge de quitter, faire sa vie. Puis pour lui, ben, il voulait continuer d'avoir cette opportunité-là, de grandir sa richesse et ses biens. Tu sais, il y a ce côté-là dans lui qui veut pousser. Donc, les yeux se virent vers le Pontiac. Puis c'est pas un hasard. Donc, tu vas me dire, Sébastien, comment est-ce qu'il a pu partir de sa ferme familiale à Lanark, puis se retrouver ici? Qu'est-ce qui a donné la puce à l'oreille pour s'installer ici? Ben, comme j'ai dit, il fait partie du cercle. Sa famille fait partie du cercle fermé des familles riches et bourgeoises d'Ottawa. Et puis, il rencontre son épouse. Puis, son épouse, vous allez voir le lien tout de suite. Vous allez voir ça. Il épouse Robina Colton. Robina Colton, c'est la nièce de Philemon Wright. OK? Donc, ça vous donne déjà dans quel environnement, quelle situation, quelle vie qui se présente pour Bryson lui-même. Et puis, en se mariant dans cette famille et dans cette industrie et de ce commerce du bois et de la colonisation, déjà là, il se marie avec une famille d'une grande alliance le but, c'est de protéger et de continuer le rêve de Philemon Wright. Tu sais, parce que, imaginez-vous que Philemon Wright, il s'est fait son exploitation, il s'est rendu à sa limite. Puis, il savait qu'il y avait d'autres potentiels passer le territoire que lui exploitait. Puis, c'était pas accessible. Puis, on savait déjà qu'il y avait encore beaucoup de pain blanc, beaucoup de potentiel. Donc, on était limité à ce point-là. Donc, la colonisation, tout ça, était limité à ce point-là. En 1830, on commence à arpenter, à dessiner des lignes, on crée des cantons. La colonisation débute dans les années 1840 dans certains secteurs du Pontiac, pas tout le territoire. Et c'est en 1840 où la colonisation commence. En 1850, c'est le flux, c'est l'arrivée des colons. Donc, c'est pas juste des colons irlandais, écossais dans le Pontiac. Il faut démystifier ça. Donc, c'est important que c'est là qu'on s'en va plus tard à parler de ça. Mais l'industrie forestière, il savait, la famille, tout le monde voyait le potentiel que le Pontiac avait encore au niveau de l'exploitation forestière. Puis la demande était encore là au niveau de l'Empire, au niveau de l'Angleterre pour le besoin en bois. Donc, c'est
c'est là que l'histoire de Bryson commence. C'est avec le mariage de Robina Colton. Ça lui donne une notoriété. Ça lui donne un jeu de cartes potentiel. Il utilise pour stratégie cette position-là. Donc, déjà là. Robert Colton, qui est le père de Robina, c'est Ariam Colton, le partner à Philemon Wright. Donc, juste pour faire, si vous voulez faire un peu de généalogie, là, c'est ça. Donc, Bryson et tous ces gens-là ont accès aux cartes et ont accès aux récits d'exploitation et d'exploration. Il y a aussi de contact au niveau de tout ce qui est au niveau de l'industrie forestière, au niveau du développement et comment est-ce qu'on peut financer ce genre d'exploitation dans le Pontiac sur la rivière Coulanges. Donc, pourquoi la rivière Coulanges? Ben, c'est stratégique. Voyez-vous, il y a, à cette époque-là, il y a un terrain qui appartient. Fait que la colonisation n'est pas ouverte à la colonisation encore, mais il y avait déjà un terrain qui est déjà exploité. Et puis, pour se mettre le pied dans le Pontiac, Philemon Wright, il a vu une opportunité d'affaires. L'industrie de la tête des fourrures est en train de mourir. Le fort Coulanges, le fort, est en train de mourir. Donc, financièrement, ils ont de la difficulté. Fait que Philemon Wright, pas Philemon Wright, excusez, Bryson achète de la compagnie Médusson tout le terrain tout autour du fort et un grand territoire, là, parce que le fort avait développé une fermette pour venir subvenir aux besoins du fort. Donc, il y avait quand même un genre déjà un système en place, il y avait déjà des terres défrichées où il y avait accès, puis il pouvait acheter. Okay? Donc, il a acheté. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit sa maison un peu plus en montant la rivière, et puis directement sur la rivière Coulanges. Puis c'est stratégique son affaire parce qu'il voulait contrôler les allées et venues de la rivière Coulanges. Donc, il ne faut pas oublier, il y a des Autochtones qui utilisent cette rivière-là pour la tête des fourrures, pour leur mode et tradition, leur mode de vie, leur tradition. On en parle dans les récits des Oblats. On parle justement les Autochtones qui sont au fort de Fort-Coulanges, qui se regroupent là, plusieurs d'entre eux, puis il y a des échanges avec les Oblats, blablabla. Puis, les Oblats parlent beaucoup de ça dans leur récit. Donc, Philemon Wright, il achète ça, il l'exploite, il développe encore plus grand sa terre. Sa terre vient son but, c'est venir aux besoins de vivre là, mais aussi au niveau le début de l'exploitation forestière pour ces 4 bûcherons qui s'en viennent. Fait il y avait déjà là, c'était comme la position idéale pour lui pour se mettre le pied dans le Pontiac et avoir accès aux coupes de bois et avoir des permis du gouvernement, choses comme ça. Donc, c'est ça qu'il a fait. C'est comme ça qu'il s'est installé dans le Pontiac. Comment est-ce qu'il s'est financé? On parle ici, il a utilisé le réseau de Colton Wright. Il a utilisé qu'est-ce qu'on appelle, je peux aller plus en détail, mais il a utilisé les crédits de la famille Colton. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que la famille a passé l'argent, utilisé du crédit qu'avait la famille? Je ne sais pas comment ça fonctionnait à cette époque-là au niveau du crédit. Donc, sa ferme, sa maison devient une ferme de dépôt. C'est ça qui est son objectif pour pouvoir exploiter tout le long de la rivière Coulanges. Donc, il devient le roi de la Coulanges. C'est pour ça que dans la chanson, on dit un roi ni couronne ni trône. Il devient le roi et puis il va gouverner, je vous le dis, il va gouverner tout qu'est-ce qu'on appelle le Pontiac à l'époque, Fort-Coulanges en montant, là, toute l'exploitation forestière, il va contrôler avec une main de fer. C'est pas une raison que sa grosse clique que je parle dans la chanson avec la Banque d'Ottawa, tout ça, il y a une raison pour il a créé une banque, cette banque-là. Puis, c'était pour subventionner ses besoins, puis d'autres compagnies alentour qui exploitaient d'autres barons. Là. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'il a pu financer son aventure.
Dans tout ça, il devient agent des terres. On le nomme juge de paix. Il devient aussi le lieutenant-colonel du premier bataillon de la milice du Pontiac. On va aller plus en détail à un moment donné là-dessus. Donc, il y a vraiment, avec tout ça, il devient maître de poste. En tout cas, il devient le Sarafin. Okay? Il devient un Sarafin du Pontiac. Il prend, avec tous ces titres-là, il devient le gentleman. Hein? Il devient un gentleman, il devient un peu à l'image, quand je peux dire ça, pas d'un seigneur, mais proche. Hein? Donc, son rôle d'influence sur le territoire, sur le terrain, est immense. Donc, il devient très noble, hein, dans ses fonctions, qui lui donne vraiment ce prestige qu'il a besoin. Puis en étant agent des terres, mais on lui donne automatiquement le titre d'agent de la paix. Donc, il y a les lois. Voyez-vous un peu Philemon Wright? Voyez-vous copie conforme avec Bryson de Philemon Wright? Cette, faut le dire, cette magouille, cette façon d'influencer et de faire sa présence sentir auprès de l'industrie forestière, mais aussi quand la colonisation arrive, puis il voit la colonisation pas du mauvais œil. Parce que pour lui, il fallait qu'il allait recruter les bûcherons à Bytown et ailleurs, sûrement à Montréal, tout ça. On va aller fouiller tout ça. Là. Je n'ai fait quelques recherches, puis il a dû recruter. Il signait des contrats avec ses bûcherons et ses employés, comme Philemon Wright. Il y avait tous les mêmes règlements. Si tu décidais de quitter, de déserter, tu risquais de la prison. Il a continué le système paramilitaire, là, hein, régiment, tout ça dans les chantiers comme Philemon Wright. La même structure dans les camps. Donc, les hommes les hommes étaient très contrôlés. Okay? Donc, on parle de cette façon-là. Il a copié carrément les camps de bûcherons de Philemon Wright, puis ils ont installé ici. Il y a des récits là-dessus, il y a plein de recherches que j'ai faites. Je n'irai pas en détail, mais il y a plein de choses. Fait que, pour créditer son aventure, il fait affaire avec les marchands de Québec aussi. Donc, n'oubliez pas, il a été politicien aussi, il était maire. Donc, c'est aujourd'hui, si on mettrait George Bryson dans notre réalité aujourd'hui, il n'aurait jamais été capable de faire tout ça. Donc, puis imaginez-vous, avec les lois qu'on a aujourd'hui, le monsieur, il serait fait arrêter. Il y a des conflits d'intérêts à gauche et à droite à cette époque-là. Mais c'était une époque, hein, c'était permis, parce qu'il n'y avait pas de loi à ce niveau-là. Mais c'est ça. Il a continué, il a fait ça rapidement, rapido presto, au niveau de l'exploitation, parce qu'il y a de la compétition dans l'air. Okay? Tout le monde convoitait toute cette région ici pour l'industrie forestière, puis c'était la loi du plus fort. Voyez-vous un peu le jeu? Puis, on voulait garder ça in the family, hein? On voulait garder ça dans le réseau d'Outaouais, dans la structure. Fait que Bryson a été vraiment appuyé par les gens de Bytown, par la politique, par la famille Wright et tout ça. Fait que on ne voyait pas de mauvais œil, même qu'on encourageait. Puis c'était la continuité du rouleau compresseur qui continuait avec Bryson. C'est ça qu'il voulait. Le gouvernement aussi, puis le gouverneur aussi. Donc, c'est une succession de l'Empire Wright. Okay? Donc, c'est important de le mentionner, puis de voir que cette alliance Colton-Wright, ça l'a vraiment bénéficié. Puis l'acquisition du fort. Okay? Donc, il emprunte l'argent, il achète la terre du fort, il y a des droits de coupe, pouf! C'est comme ça qu'il a commencé. Okay? Donc, une fois qu'il y avait, le gouvernement pouvait voir, OK, il y avait accès à la rivière, il appartenait à un terrain, puis il y avait accès à la rivière Coulanges et toute cette ressource naturelle de bois et de pain blanc. Le gouvernement dit, ben, hey, regarde, puis il a juste besoin d'acheter les permis de coupe, permis d'exploitation. Donc,
on va parler, il contrôle tout. Hein, il contrôle avec la création de la Banque d'Ottawa, parce que les compagnies forestières doivent passer à travers la Banque d'Ottawa pour, en tout cas, c'est compliqué, mais c'est une mainmise sur l'industrie. Okay? Donc, il exploite, il rouvre de petits commerces d'agriculture avec sa terre. C'est un départ capital pour lui, la ferme. Il développe, il rouvre ses premiers camps de bûcherons. On va aller voir c'est où ce qui était ses premiers camps de bûcherons. On va aller voir, c'est incroyable, j'ai trouvé toutes ces informations-là. En résumé, c'est une famille qui a déjà là un statut social incroyable dans le Haut-Canada. Aussi, les portes se rouvrent dans le Bas-Canada, dans le Pontiac. Le coffre-fort, le Pontiac devient, avant qu'on en arrive en Abitibi, tout ça, c'était vraiment les portes du coffre-fort de l'industrie forestière qui s'ouvrent à Bryson. Donc, avec son frère, il crée le village de Fort-Coulange. Fort-Coulange, c'est un village de compagnie. Okay? Fait que, comme j'ai dit, il ne voit pas de mauvais œil l'arrivée des colons parce que lui, ça lui sauve. Quand il doit les recruter, là, il s'arrange que les bûcherons qui travaillent dans les chantiers retournent à leur ferme très proche. Fait qu'il il s'assure une continuité d'embauche et d'hommes et de son village, du canton de Mansfield, Pontefract. Et son territoire, il a vraiment il a coupé jusqu'à Fort William, là, puis il a monté aussi, il ne faut pas oublier ça. Donc, pour lui, la colonisation, il le voyait d'un bon oeil parce qu'une fois qu'il avait exploité toutes les terres proches de la rivière des Outaouais, mais lui, il était rendu en haut de la rivière Coulanges et la rivière Noire à un moment donné. Donc, tout ce territoire se rouvre à lui. Le territoire de la colonisation rouvre, il devient agent des terres. C'est une place pour ses bûcherons, voyez-vous? Fait que, imaginez-vous, vous travaillez pour ton employeur c'était agent des terres, lui, il t'octroie des terrains que tu achètes. L'argent fait ça. Ça revient à lui. Donc, puis le village de Fort-Coulange devient un magasin. Il est créé à cause du magasin de son frère, parce que les hommes doivent se procurer des choses du magasin. Voyez-vous, les villages de compagnie, c'est ça. Otter Lake, c'était un autre village de compagnie. On va aller parler de ça quand on va parler des chantiers plus en détail dans les balados à venir. Donc, le contrôle, il est là, le contrôle de la monnaie. Hein, il imprime sa propre monnaie avec la Banque d'Ottawa. Voyez-vous un peu l'histoire de Bryson? Puis, avec la compagnie le village de Fort-Coulange, mais il développe un moulin à scie, un moulin de farine, puis il s'installe comme seigneur. Et mes parents l'appelaient Lord Bryson en blague, donc c'était pas bien loin de ça. Lord, c'est seigneur en français. Donc, agent de la couronne, agent des terres, ça a été octroyé par le gouvernement, puis c'est comme ça. On dit dans plusieurs documents, il devient le père du Pontiac. Moi, je ne pourrais pas l'appeler père du Pontiac. Parce que moi, qui a conçu le Pontiac, qui a fait le Pontiac aujourd'hui, c'est les gens qui ont travaillé pour lui, c'est les gens qui étaient la colonne vertébrale de cette industrie-là et de la colonisation. C'est les colons, c'est les bûcherons, c'est ces gens, ces hommes et femmes et même enfants qui est la base de ce que le Pontiac est devenu aujourd'hui et que son histoire est attachée à ça. Nos ancêtres, dans le Pontiac, on fait partie de cette colonne vertébrale essentielle à ces grands barons, à ces grands rois de la forêt du Pontiac. Donc, il développe une dynastie. Il va développer une dynastie. On va aller voir ça comme Philemon Wright. Fait que je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. Je suis vraiment passionné. Je trouve plein d'informations. J'aurais aimé faire juste
un balado sur Bryson, mais il y a tellement d'informations. Là, maintenant, je vais juste faire une première introduction. Après ça, on va aller voir comment est-ce qu'il a développé ses cabuchons. Puis c'est là qu'on va aller voir les cabuchons. Je parle pas des autres barons parce que c'est copie conforme aussi. Bryson a joué un grand rôle dans cette industrie. Il était vraiment le début de cette industrie-là. Même si Philemon Wright avait développé ses camps jusqu'à Otter Lake avec le dépôt d'Otter Lake. Il y a il y a la compagnie Gilmore Hudson qui va aider aussi à financer Bryson au niveau d'amener des provisions, les premières provisions au camp de bûcheron, dont la farine, le foin, les chevaux, tout ça. Ils ont aidé à financer tout ça. À un moment donné, on croyait qu'il y avait une petite compétition avec Bryson puis Gilmore Hudson. Mais non, il y avait une complicité là-dedans, vous allez voir. Parce que la compagnie Gilmore Hudson a continué à prendre et à prendre les ressources et couper le bois et les camps de bûcherons à Otter Lake et en montant de la Gatineau. Donc, ça, c'est comme ça que ça se fonctionne. Donc, au niveau du territoire. J'en dis pas plus. Je vous laisse là-dessus. Et à la prochaine, mes amis. Salut! Roi, sans couronne ni trône, mais la rivière connaît son nom. Du premier bio, dernier courant, tout descend selon son commandement. Il faisait sa loi, il régnait dans le bois et sur eau. C'est lui qui a le